En 2025, il va se passer un truc qui va complètement casser la manière dont le Bitcoin s'appréciait dans le passé. Bitcoin ne va pas renverser le monde, ne va pas résoudre tous les problèmes de l'humanité, on n'aura pas la paix dans le monde à cause du Bitcoin. Pourquoi Bitcoin et pas un autre actif? Il suffit de comprendre 5 phrases assez simples pour comprendre ce que c'est que le Bitcoin. Et la plupart ou la totalité des autres cryptos, elles sont en fait plus complexes que ça. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent la finance traditionnelle s'est emparée de Bitcoin et finalement a perverti Bitcoin? Autant dire que si tous les millionnaires veulent des Bitcoins, il va falloir qu'ils se battent. Merci de nous retrouver sur Unhosted. Aujourd'hui, je reçois Yves Chouefati, qui est le patron de Tobam. Il a créé le premier fonds ouvert en Bitcoin au monde. Alors, il va nous expliquer sa thèse d'investissement sur Bitcoin. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup. On est parti. Salut Yves. Bonjour Claire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de me recevoir. Donc toi, tu es le patron de Tobam. Tu as créé un des premiers fonds Bitcoin. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que vous faites chez Tobam? Alors, Tobam, c'est une société de gestion de droit français qu'on a créée en 2006. Tobam, ça veut dire Think Out of the Box Asset Management. Et la mission de Tobam, elle est très simple. Il s'agit de donner accès à des clients institutionnels, leur donner accès à ce que fait pas encore BlackRock et Amundi, si tu veux. Donc l'idée, c'est pas de dire on fait mieux que BlackRock ou que Amundi, ce que font déjà BlackRock et Amundi. L'idée, c'est d'être un peu en avance sur eux, puis d'essayer de donner accès à une clientèle extrêmement institutionnelle. Donc 65% de nos clients, ce sont des émanations d'État, et 60% de nos clients proviennent d'Amérique du Nord. Donc on est très internationaux, très institutionnels, et on essaye vraiment d'être dans l'innovation, quoi. Et tu t'es intéressé à Bitcoin très tôt? Alors pourquoi aussitôt? Et est-ce que tu as rencontré des obstacles pendant ces années-là en créant ton fonds? Alors très tôt, tout est relatif. Pour être précis, je m'y suis intéressé, la première rencontre avec le Bitcoin, je crois que c'est 2013. C'est tôt. Ouais, C'est relativement tôt. Tout est relatif, tout est relatif. Et moi, je suis matheux de formation. Puis à Tobam, on est pas mal de matheux. Et je m'y suis intéressé simplement d'un point de vue, si tu veux, algorithmique au début. Et c'est complètement par hasard qu'au bout de quelques jours, avec une feuille et un papier, je suis tombé sur les 21 millions. Au début, je ne savais pas qu'il y avait 21 millions. Et donc, j'ai regardé ça comme ça, d'un point de vue algorithmique. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait que 21 millions, d'après la formule. Et là, ça a été un moment eureka. Et je me suis dit, nom de Dieu, ce gars-là, il a inventé quelque chose d'extraordinaire. J'ai été assez rapidement convaincu de manière assez forte, quoi. Mais au début, c'était vraiment un gadget. Donc, je ne savais pas que ça allait marcher à ce point. Je savais que c'était conceptuellement un formidable trésor. À l'époque, c'était assez confidentiel. Il n'y avait qu'un seul vrai exchange, si j'ose dire. C'est pas gentil ce que je dis, parce qu'il y en avait d'autres, mais il y en avait un seul, c'est Mt. Gox. Et j'étais j'avais pas du tout envie d'envoyer de l'argent à un inconnu au Japon pour acheter des bitcoins. Donc, j'ai regardé ça d'un point de vue théorique. Assez rapidement, je me suis aperçu qu'on était 4 dans la boîte à en avoir, complètement de manière séparée. Quand on s'est rendu compte qu'on était 4, on a organisé un dîner mensuel entre nous pour essayer de partager ce qu'on apprenait sur ce machin. Comme on est un peu des provocateurs à Tobam, on a organisé ces dîners systématiquement dans une pizzeria, parce qu'il y a une histoire un peu spéciale entre les pizzas et le Bitcoin. Et en 2016, lors d'un de ces dîners, j'ai dit à mes camarades, en fait, le Bitcoin a changé. C'est du sérieux. La liquidité du Bitcoin entre 2013 et 2016 a été multipliée par un facteur 1000, pas par 1000%, hein, par 100 000%. Et je leur ai dit, on va implémenter un pari. Et à Tobam, on aime bien écrire les choses, pour qu'elles soient claires, bien énoncées. Et le pari, on l'a écrit de la manière suivante. Un jour ou l'autre, les plus gros fonds d'investissement du monde, les plus grosses sociétés de gestion du monde, lanceront des fonds investis en Bitcoin pour leurs clients. Et vous êtes dit ça en 2016? On s'est dit ça en 2016, on l'a écrit, on l'a envoyé à nos partenaires, etc. Et comme on s'est dit, ils vont le faire dans quelques années, on va le faire en avance, nous, c'est un peu notre métier, à Tobam, notre vocation. Et donc, on a implémenté le pari de deux manières. On a acheté des bitcoins de manière un peu plus sérieuse qu'avant. On l'a proposé en gestion sous forme de mandat à des clients. Et on a créé une équipe de recherche dédiée à cette problématique. Et la première mission que j'ai donnée à cette équipe de recherche, ça a été d'écrire une thèse d'investissement sur le bitcoin. Donc, on a travaillé pendant quelques mois. On a écrit un papier de 90 pages, assez bien charpenté, qui décrit exactement sur quoi on parie quand on achète du bitcoin. Alors une thèse, la définition d'une thèse, c'est quelque chose qui a une antithèse. Énoncer une thèse, ça consiste à énoncer un mensonge qui peut devenir vrai. Par exemple, si je te dis l'action Apple vaut 5 000 $, en fait, si ça vaut déjà 5 000 $, c'est plus une thèse. Donc on a énoncé une thèse d'investissement
On y a cru très fort. On a été présenté cette thèse d'investissement au régulateur français, à l'autorité des marchés financiers. Et pendant la réunion où on leur a présenté la thèse, ils nous ont dit « Mais pourquoi vous ne faites pas un fonds sur le Bitcoin ?» On leur dit on a fait des mandats, mais les fonds, on ne peut pas parce qu'il y a cet article-là qui nous gêne. Et ils nous ont dit « Ouais, mais en fait, si tu fais comme ça plutôt que comme ça, tu te passes de cet article. » Je dis « Ouais, vous avez raison. » Puis on est retourné au boulot. Et on a travaillé. 2 semaines après, j'ai rappelé le gars de l'AMF qui m'avait mis sur la piste. Et je lui ai dit « Tu as résolu le problème. » Il y a un autre problème. Il m'a dit « Oui, mais si tu fais plutôt comme ça que comme ça marche. » Je lui ai dit « Ouais, on dirait que tu as raison. » Et au bout de 4 fois, au total, 4 fois, l'AMF m'a mis sur la bonne piste. Au bout de 4 fois, on avait complètement résolu le truc et on a lancé en novembre 2017 le premier fonds investi en Bitcoin au monde, le premier fonds ouvert investi en Bitcoin au monde. C'est incroyable parce que ce que tu es en train de dire, c'est que c'est le régulateur qui t'a mis sur les bonnes pistes. Non, j'ai dit que c'est le régulateur qui m'a motivé pour le faire. Oui, et ensuite, qui m'a mis sur les bonnes pistes. L'AMF, je ne vais pas trop dire des choses subjectives sur l'AMF, mais je pense que c'est un très bon régulateur. Le problème que connaît l'Europe avec le Bitcoin ne vient pas de l'AMF. Hein, c'est un problème qui a une source complètement ailleurs. Et je pense que objectivement, l'AMF est plutôt du côté des innovateurs. Il y a des questions de dosage, etc. Et ils sont bien obligés d'appliquer une régulation dont ils ne sont pas l'auteur et sur laquelle ils ont le droit aussi d'avoir des doutes légitimes. Mais en l'occurrence, sur ce truc-là, sur pas mal d'occasions dans ma carrière, l'AMF a été extrêmement helpful. Donc tu as parié qu'il y aurait des fonds qui allaient se lancer sur Bitcoin plusieurs années après. J'ai dit les plus gros gérants du monde proposeront des fonds en Bitcoin. Ouais, puis effectivement, on a eu raison 8 ans plus tard. Exactement, c'est le cas aujourd'hui puisqu'on a désormais des ETF voilà. Bitcoin. Est-ce que l'arrivée de ces ETF, ça a changé quelque chose pour toi ? Écoute, ça a changé des choses, oui et non. D'abord, ça nous a donné définitivement raison. Le pari était gagné. Hein, donc, de ce point de vue-là, ce pari n'est plus à prendre, hein, il est gagné, c'est fini, ça fait partie du passé. C'est quelque chose qui me paraissait complètement évident. Hein, aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près 76% des actions dans le monde sont possédées par des fonds d'investissement. Quand tu veux posséder un actif, la meilleure manière de le posséder, c'est à travers un fonds. Hein, si tu veux acheter du private equity, si tu veux acheter des actions, si tu veux acheter des obliges, si tu veux acheter à peu près n'importe quoi, être investi dans quelque chose, la manière la plus testée de posséder un actif, c'est sans doute le fonds. Hein, parce qu'un fonds, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un fonds, ce n'est pas géré par une société de gestion. Un fonds, c'est géré par un consortium, constitué d'une société de gestion, d'un administrateur, d'un dépositaire et d'un commissaire aux comptes. Aucune opération ne peut se passer dans un fonds sans que ces 4 personnes en valident au moins le principe, sinon l'exécution. C'est sans doute la manière la plus efficace de posséder des actifs, et c'est pour ça que très tôt, ça nous a semblé inéluctable que des fonds soient lancés là-dessus. Et je suis absolument persuadé que la majorité des bitcoins, un jour ou l'autre, seront détenus par le biais de fonds. Ou par des biais intermédiaires. Ça veut dire soit des fonds, soit Lightning. Hein, Lightning, c'est une surcouche. Un ETF, c'est une surcouche de bitcoin. Lightning, c'est une surcouche de bitcoin. Il y a d'autres surcouches qui vont arriver ou qui sont déjà arrivées. C'est pour ça que les problèmes, le fait que la technologie Bitcoin ne soit pas hyper performante au niveau du nombre d'opérations par minute ou par 10 minutes ou ce genre de choses, est complètement accessoire parce qu'on va mettre des surcouches qui vont être des intermédiaires entre les preneurs de risques et la blockchain elle-même. Alors, est-ce que c'est pas contradictoire ou paradoxal vis-à-vis de la technologie Bitcoin elle-même ? Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent la finance traditionnelle s'est emparée de Bitcoin et finalement a perverti Bitcoin ? J'ai une discussion en ce moment épistolaire avec le dirigeant d'une des plus grosses boîtes de France, dans la finance traditionnelle. Et je me suis mis en tête de le convertir à Bitcoin. Et on n'avance pas aussi vite que j'aimerais. Je lui ai envoyé un WhatsApp avant-hier. Je crois que j'ai percé le secret de la vitesse assez lente avec laquelle notre conversation avance. En fait, je crois que lui, il veut sauver le système. Et moi, je lui ai dit, en fait, le système n'est pas en danger, le système, il va muter. Et je ne crois pas que Bitcoin, c'est une vision subjective des choses. Bitcoin ne va pas renverser le monde, ne va pas résoudre tous les problèmes de l'humanité. On ne soignera pas le cancer à cause du Bitcoin, on n'aura pas la paix dans le monde à cause du Bitcoin. Le Bitcoin, il a une vocation assez simple, une mission assez simple. Il va s'acquitter de cette mission avec une très grande efficacité, et il va améliorer le monde sans avoir à tout détruire pour reconstruire. C'est une nouvelle technologie.
Donc ceux qui vont s'emparer de cette technologie survivront, c'est ce que j'appelle la mutation, et ceux qui ne s'en empareront pas, ils resteront au bord de la route et regarderont le train avancer. Et je crois que le Bitcoin n'a pas besoin d'être... C'est subjectif, hein, je n'ai pas de problème avec ceux qui pensent autre chose. Je pense qu'on n'a pas besoin de posséder ces Bitcoins directement. En France, ça vaut mieux, hein, mais dans des pays un peu plus... dans des pays du 21e siècle, on va trouver des systèmes qui font qu'on pourra posséder des bitcoins de manière assez sûre, de manière intermédiaire. Alors, au jour où on tourne cet épisode, on a un bitcoin à 103 104 000 $ à peu près, dont le cours a été multiplié par 2,5 depuis début de l'année. À quoi est-ce que toi t'attribues cette hausse? On entend souvent parler des ETF, de Donald Trump. Est-ce que ce sont les seules raisons? Je prends un peu de hauteur pour répondre à ta question. Je crois que la seule chose qui compte, ce sont les déséquilibres. Moi, je suis un être complètement déséquilibré. Toi aussi. On atteindra l'équilibre, toi et moi, à peu près 6 mois après notre décès. Ce qui fait qu'on bouge, qu'on vit, ce sont les déséquilibres qui créent les mouvements. Okay, et en fait, la seule chose auquel il faut s'intéresser, je pense, ce sont les choses déséquilibrées. Et c'est la même chose en économie. Le plus grand déséquilibre de l'économie, celui qui fabrique le plus grand mouvement, c'est sans doute le déséquilibre entre les ressources et les dépenses des États. C'est un déséquilibre qui a gagné la totalité de la planète et qui, à mon avis, dans le passé récent et dans l'avenir, de manière incertaine, parce que l'avenir est incertain, va toujours créer les mouvements les plus importants. Et ce déséquilibre, il peut en résulter, à mon avis, 3 types de mouvements. Le premier mouvement, c'est une diminution dramatique des dépenses publiques. Je pense qu'il y a un consensus pour dire que c'est assez improbable. Le deuxième mouvement qui peut résulter de ce déséquilibre, c'est une hausse dramatique de la fiscalité. Et là, je pense que là aussi, on atteint des niveaux de fiscalité qui font qu'on n'y arrivera pas. Si on exclut ces 2 premières options, la troisième option qui reste, à mon avis, c'est l'inflation. Alors, la vraie inflation. L'inflation ne consiste absolument pas... c'est pas la hausse des taux, des prix, l'inflation. L'inflation, c'est la baisse de valeur de la monnaie. Et comment la monnaie perd de la valeur? Simplement parce que son abondance augmente. Plus il y a de dollars, moins le dollar a de la valeur. Plus il y a de l'euro, moins l'euro a de la valeur. Et en fait, je crois beaucoup à l'intelligence collective inconsciente. Je crois qu'inconsciemment, vraiment presque 100% de la population mondiale a compris que stocker de la valeur dans de l'argent, c'est quelque chose d'extrêmement inefficace. Dès lors que tu as un horizon supérieur au trimestre, tu as intérêt à détenir autre chose que de l'argent. Parce que la valeur... L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est du travail stocké. Toi et moi, on vient le matin au boulot contre un salaire. Pourquoi on accepte de consacrer du temps à l'obtention d'un salaire? Simplement parce qu'on espère qu'avec ce salaire, on va pouvoir acheter le travail de quelqu'un d'autre. Et l'inflation, ça fait que le travail de cas concentré à l'accumulation de l'argent, tu ne vas pas le retrouver derrière parce que l'argent perd de la valeur. Et donc, on a tous conscience maintenant que la politique de personnes incompétentes à la tête des banques centrales, les personnes qui n'ont pas tenu leur contrat, le contrat de la Banque centrale européenne, c'est la stabilité des prix. Alors, ils ont fait une première fumisterie, ils nous ont transformé la stabilité des prix en stabilité de l'inflation. Au début, là, si tu vas sur le site de la Banque centrale européenne, puis tu tapes Mission Statement, c'est quoi la mission de la Banque centrale européenne? C'est la stabilité des prix. C'est la seule mission qu'ils ont. Ils n'en ont pas d'autres. Il y a eu un conflit entre la France et l'Allemagne au début de la création de la BCE. La France voulait 2 missions, stabilité des prix et stabilité du système financier. L'Allemagne voulait que la stabilité des prix, c'est l'Allemagne qui a gagné, en théorie. Il n'y a qu'une seule mission. Au bout de quelques années, on a dit, en fait, la stabilité des prix, ça veut dire une inflation à 2%. C'est quand même un peu de la magie, quoi. Après, on a complètement rompu le contrat, on a cassé les outils de mesure de l'inflation, parce qu'on était très au-dessus de 2%. Donc on s'est arrangé pour tout ce qui faisait dépasser les 2%, on le sort du panier. Comme ça, on était à peu près 2%, puis après, ça a complètement divergé. Et donc, les gens ont compris, je pense, que la valeur n'est pas conservée efficacement dans l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Inconsciemment, on va se mettre à la recherche de biens rares, de biens qui conservent la valeur. Alors, traditionnellement, il y a 3 biens qui ne sont pas des biens d'investissement, qui sont vraiment des biens d'épargne, qui sont là surtout pour stocker de la valeur. Alors, le premier bien rare, c'est l'immobilier. Alors, le problème de l'immobilier, c'est qu'il est immobile.
Et comme on a affaire à des États qui sont devenus pratiquement kleptomanes, détenir de l'immobilier, c'est pas bien, parce que vu que le bien il est là, l'État il se sert, hein, et c'est pas une manière efficace de conserver la valeur. Le deuxième bien qui traditionnellement conserve de la valeur, c'est l'or. Alors l'or, il a un problème, c'est qu'il est majoritairement détenu par les banquiers centraux. Le marché de l'or, c'est un marché qui n'est pas efficient. Pourquoi ? Un marché efficient, c'est un marché où le prix reflète la totalité de l'information disponible. Pour que le prix dans un marché reflète la totalité de l'information disponible, il est nécessaire que les agents soient rationnels. Un agent rationnel en économie, c'est un agent qui recherche le profit. Et quand les agents recherchent le profit, quand un prix est visiblement trop cher, ils vendent, ce qui fait baisser le prix, et quand un prix est visiblement peu cher, ils achètent, ce qui fait monter le prix. Donc c'est ça, l'utilité sociale du spéculateur, c'est ça, c'est d'essayer d'intégrer l'information disponible dans le prix, de manière à ce que les marchés soient efficients. Or, les banquiers centraux ne sont pas des investisseurs rationnels. Le banquier central, il n'est pas là pour essayer de faire des profits. Le métier de banquier central, tel qu'il est compris par les banquiers centraux de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, ça consiste à fabriquer des bulles. Le plus grand fabricant de bulles de la planète, c'est le banquier central. Est-ce que tu arrives à imaginer, Claire, que l'État français empruntait avec des taux négatifs il y a 4-5 ans ? C'est quand même un peu bizarre ce truc-là. C'est un État de bulles. Ça ne reflète pas les fondamentaux. On a un État dont un Premier ministre a dit que l'État est en faillite. Fillon l'a dit il y a des années déjà. Beaucoup d'autres personnes sont d'accord pour dire qu'il y a un problème. La France ne sait pas gérer, le gouvernement, l'État français ne sait plus gérer un budget et l'argent des citoyens. Et on arrive à emprunter avec des taux négatifs. Par quel miracle ? C'est parce que le banquier central a créé une bulle. Il a manipulé les cours de manière complètement artificielle, en cachant les fondamentaux et en appuyant, à la hausse en l'occurrence, sur le prix des obliges, de manière à faire baisser les taux. Et donc l'or ne fonctionne pas. Le troisième marché qui, traditionnellement, sert à stocker de la valeur sans être vraiment un marché d'investissement, c'est l'art. Mais l'art aussi, il a des problèmes. C'est un marché très peu liquide, où il n'y a pas de fongibilité non plus. Et donc, il n'est pas efficace. Et là, il y a un nouveau venu qui lève la main et qui dit moi, peut-être que je vais y arriver. Et c'est ça qui fait que le Bitcoin s'est beaucoup apprécié. Mais je pense qu'en 2025, il va se passer un truc qui va complètement casser la manière dont le Bitcoin s'appréciait dans le passé. Je prends juste 30 secondes au milieu de cet épisode pour vous parler de notre sponsor Débloc. Débloc, c'est le premier portefeuille crypto adossé à un vrai compte courant. L'inscription est super facile, rapide, ça vous prend 2 minutes. Et avec le lien dans la description, vous participez même automatiquement à un tirage au sort pour gagner 10 000 €. On est reparti. Parce que tu disais sur certains de tes réseaux que tu considérais que Bitcoin allait petit à petit atteindre sa vitesse de libération, si je me souviens bien du terme. Alors, qu'est-ce que tu entends par là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La vitesse de libération, c'est la vitesse qu'il faut donner à un objet pour qu'il quitte un orbite. Donc, si tu prends un objet sur la planète Terre et tu lui donnes une certaine vitesse dans n'importe quelle direction, by the way, si tu donnes à un objet une vitesse d'une certaine amplitude, cet objet va se libérer de l'orbite. Donc ça, c'est un terme en physique. Et moi, je pense qu'effectivement, en 2025, on devrait atteindre la vitesse de libération du Bitcoin. Alors, quelques données à prendre en compte. En 2025, l'ensemble des recettes de l'État américain, t'en prends 28%, ce sera la charge des intérêts de la dette américaine. Donc, 28% de tout ce que collecte l'État des États-Unis paye les intérêts de la dette. Donc, on est dans un système qui va diverger. Il y a ce premier élément. Le deuxième élément, c'est le halving. Le halving, c'est fini. Le prochain halving, il aura vraisemblablement un effet complètement négligeable, parce qu'on est dans une situation où les nouveaux bitcoins deviennent complètement négligeables par rapport au stock de bitcoin. On va atteindre 97% des bitcoins déjà minés. On va arrêter d'avoir des cycles rythmés par le halving. Il y a un certain nombre d'autres éléments qui font que la conjugaison de tous ces éléments rendent, en tout cas à mon avis,
le Bitcoin divergent à partir de l'année prochaine, quoi. Alors, c'est quoi ta vision à long terme? C'est que Bitcoin va continuer à monter petit à petit, ça va devenir un étalon monétaire mondial, une vraie monnaie? Comment Alors tu vois Bitcoin, ça? il va avoir des effets directs et il va devenir quelque chose. Je ne sais pas exactement ce qu'il va devenir. Il y a plusieurs hypothèses. Il va peut-être jouer le rôle que l'or jouait dans le passé. Ça va devenir, enfin la thèse d'investissement de Tobam, c'est que le Bitcoin a les qualités fondamentales et empiriques nécessaires à devenir un étalon de mesure de la valeur. C'est quoi l'économie? L'économie, c'est un lieu où on produit, où on échange, où on stocke des biens, des services, des contrats, des innovations, du travail. Et pour que cette production, cet échange et ce stockage aient lieu, il est nécessaire de pouvoir mesurer la valeur des choses. Et dès que tu utilises le mot mesure, tu as besoin d'un étalon. Si tu veux mesurer une température, tu as besoin d'un étalon. Si tu veux mesurer une durée, tu as besoin d'un étalon. Si tu veux mesurer une longueur, n'importe quoi, tu as besoin d'un étalon. Et si tu veux mesurer la valeur des choses, tu as besoin d'un étalon de mesure de la valeur. Alors, les étalons de mesure de la valeur, dans l'histoire, ils ont beaucoup changé. Je ne vais pas faire des rappels trop historiques là-dessus. Et en fait, on a mesuré, et on mesure encore, la valeur des choses aujourd'hui avec le dollar, typiquement. Il faut bien comprendre que le Bitcoin, aujourd'hui, n'est pas un étalon de mesure de la valeur. C'est une thèse. Donc, c'est quelque chose qui est faux, mais qui peut devenir vrai. Et la vertu d'avoir au moins en creux à disposition un outil qui permettrait de mesurer la valeur des choses, ça va rétablir ce qu'on appelle un aléa moral. Hein, le problème, l'économie a besoin d'un aléa moral. Elle a besoin que, quelque part, on soit sanctionné quand on fait n'importe quoi. Hein, et en particulier les États. Hein, on dit très souvent la France n'est pas capable de se réformer. C'est absolument faux. Hein, en France, la France est complètement réformée en 81, avec l'accession des socialistes au pouvoir. La France est de nouveau complètement réformée dans l'autre sens en 83, hein, quand il y a eu le tournant, ce qu'on appelait le tournant de la rigueur. Pourquoi il y a eu un tournant de la rigueur? Parce qu'il y avait un aléa moral, parce que les marchés ont perdu confiance et que, quelque part, quand pendant pratiquement 3 ans, on a fait à peu près n'importe quoi au niveau du gouvernement français, ben, quand on fait n'importe quoi, on est sanctionné. Alors, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'on a enlevé cet aléa moral. Ça veut dire que l'économie, la finance n'a pas sanctionné les politiques désastreuses. Comment ça se fait qu'on n'a pas sanctionné ces politiques désastreuses? Parce qu'il y avait un marchand de morphine, de cocaïne, hein, qui distribuait des narcotiques, hein, qu'on appelle de l'euro, à des junkies. Les junkies, c'était certains gouvernements, en particulier de la zone euro. Hein, j'ai écrit un article il y a, ça doit faire une dizaine d'années maintenant, hein, où je raconte en introduction que mon père est chirurgien et que ma mère est anesthésiste. C'est la vraie vie. Et je disais, le banquier central, c'est l'anesthésiste. Hein, le problème, c'est que quand tu es sous morphine, tu ne te rends pas compte que ce dont tu as besoin, c'est d'un chirurgien. Et pourquoi on ne fait pas les fameuses réformes qui sont tellement évidentes dès qu'on a un minimum de culture ou d'expérience économique? Pourquoi on ne les fait pas, ces réformes? Parce qu'on est sous morphine. Et qu'on se dit, bon, il n'y a peut-être pas besoin de les faire tout de suite. Et on perd du temps, on croit gagner du temps avec des injections monétaires, avec des stimulus fiscaux et monétaires, mais en fait, à force d'en gagner, on finit par en perdre. Et je pense que le Bitcoin, en créant cet étalon, qui va faire qu'on aura une valeur non manipulable à laquelle se rattacher, on va restaurer un aléa moral et je pense que ça va améliorer la manière dont on gère les affaires sur cette planète. Pourquoi Bitcoin et pas un autre actif? Est-ce que tu as une thèse d'investissement sur l'Ether, par exemple, ou sur d'autres cryptos? Il faut d'abord comprendre ce que c'est que le Bitcoin. Je crois que le gouverneur de la Banque de France a fait un lapsus il y a quelques semaines où il a dit le Bitcoin est un actif financier. C'est très intéressant qu'il ose dire ça, hein, parce que si c'est un actif financier, on prend Mika, on le met dans le shredder et on le met là où ça aurait jamais dû, l'endroit où ça aurait jamais dû quitter, ça veut dire une poubelle. Bon, parce que là, il n'y avait pas besoin de lancer une nouvelle réglementation. Hein. Bitcoin pouvait très bien se conformer à la nouvelle réglementation, il suffisait de dire c'est un instrument financier. Bon, on a raté ça va nous coûter quelques années de retard sur les Américains, mais ce n'est pas très grave. Donc en fait, Bitcoin, c'est l'actif financier, pour citer le gouverneur de la Banque centrale, l'actif financier le plus simple à définir du monde. Il suffit de comprendre 5 phrases assez simples pour comprendre ce que c'est que le Bitcoin. Alors, la première phrase qui définit le Bitcoin, c'est que c'est digital. C'est comme le dollar. Hein, je crois que c'est 97% des dollars de la planète qui sont digitaux. Donc, Bitcoin, c'est un actif financier digital. La deuxième phrase, comme le dollar.
La deuxième phrase, c'est que le Bitcoin, c'est solide. Comme le dollar. C'est difficile de fabriquer des faux dollars. C'est impossible de fabriquer des faux Bitcoins. La troisième propriété commune et fondamentale entre le Bitcoin et le dollar, c'est que les deux s'échangent de pair à pair. Je peux te donner 100 dollars et je peux te donner, peut-être pas 100 bitcoins parce que ça ferait beaucoup d'argent, mais je peux te donner des bitcoins. Les deux propriétés qui restent, elles sont différentes. Elles différencient le bitcoin du dollar. La première propriété différenciante, qui est la quatrième propriété en tout, c'est que le bitcoin est décentralisé. Le bitcoin, c'est comme le dollar et il a des statuts. La Banque fédérale américaine, la Réserve fédérale a des statuts. Les statuts du bitcoin, c'est un algorithme. Cet algorithme, il est contenu dans les nœuds du réseau bitcoin. Et des nœuds du réseau, il y en a des dizaines de milliers. Moi, j'en ai 2. Je ne sais pas si tu en as, toi, mais peut-être que tu en as eu pour t'amuser. Voilà. Et s'il y a un nœud qui refuse le changement de statut, le statut ne change pas. Autant dire que les statuts ils sont très, très solides, très, très fiables. C'est le contraire chez les banquiers centraux. La BCE, c'est une espèce d'organisation qui a des statuts qui ne les respectent pas. Moi, je suis président d'une boîte, Tobam, si je ne respecte pas mes statuts, plus personne ne va me croire. C'est la même chose pour la BCE. La BCE, un jour, on va se rendre compte qu'il ne faut pas lui faire confiance, que c'est une fumisterie, qu'elle écrit des statuts qu'elle ne respecte pas. Et qu'il n'y a pas un aléa moral qui va lui dire tu ne respectes pas tes statuts, tu te prends une baffe. Donc la quatrième propriété, c'est ça, c'est que le Bitcoin est décentralisé, alors que le dollar est centralisé. Et la dernière propriété, c'est les fameux 21 millions. La dernière propriété, elle s'énonce de la manière suivante. Potentiellement, il y aura 21 millions de Bitcoin au maximum. Pourquoi je dis potentiellement ? Parce que s'il y a une météorite qui s'écrase sur la planète, qui détruit la planète dans 2 heures, dans 2 semaines ou dans 2 ans, on n'aura pas atteint les 21 millions. Potentiellement, il y en a 21 millions en tout. Alors que potentiellement, des dollars, il y en a une infinité. Et ces 5 phrases, hyper simples, ça définit exactement la proposition de valeur du Bitcoin. C'est comme la proposition de valeur d'une voiture. C'est quoi une voiture ? C'est une boîte avec 4 roues, un volant, un accélérateur, un frein, un réservoir, un moteur. Si je te décris ça, tu as compris que je parle d'une voiture. Tu n'as pas besoin de comprendre la deuxième loi de la thermodynamique pour comprendre ce que c'est qu'une voiture. Comment fonctionne une voiture ? Il ne faut pas confondre la proposition de valeur avec la manière de fonctionner. Et en fait, ces 5 phrases-là, pour améliorer le Bitcoin, il faudrait retirer une des phrases. Il ne faut pas ajouter une phrase. Pour améliorer un système, il ne faut pas le rendre plus complexe, il faut le rendre plus simple. Et la plupart ou la totalité des autres cryptos, elles sont en fait plus complexes que ça. Et en fait, pour être un étalon de mesure de la valeur, un actif doit être extrêmement simple et il ne doit pas pouvoir servir à autre chose que la mesure de la valeur. C'est pour ça que, par exemple, tu ne peux pas utiliser le pétrole comme monnaie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un usage industriel du pétrole. Et que l'usage industriel va polluer l'usage monétaire. En fait, l'ennemi du pétrole, c'est son prix. Pour que le pétrole soit plus utilisé, il faut que son prix soit bas. C'est un peu la même chose pour tous les biens qui ont un usage industriel. Si tu veux que l'Ether se diffuse et soit utilisé par tout le monde, il faut que son prix soit bas. Chaque fois que le prix du pétrole monte, tu vas être tenté d'utiliser du charbon. Tu vas être tenté d'utiliser de l'éolien. Tu vas être tenté d'utiliser du nucléaire. C'est la même chose pour l'Ether. Chaque fois que son prix va s'apprécier, tu vas chercher un actif industriel de substitution. Et ça, c'est une illustration d'un premier problème qu'il y a dans l'Ether, quant à l'appréciation du prix de l'Ether. On a écrit une thèse d'investissement sur l'Ether, c'est une thèse d'investissement, ce n'est pas une thèse technologique. On croit parfaitement à la technologie de l'Ether. On croit que c'est super efficace industriellement parlant. Et on croit que son prix, investir dans le sens d'une inflation de son prix, pour nous, on n'y croit pas. Et notre thèse d'investissement, je pense qu'elle est extrêmement rigoureuse et qu'elle dessine un avenir assez noir pour le prix de l'Ether à long terme. Récemment, BlackRock a suggéré, recommandé d'allouer 2% de son portefeuille sur Bitcoin spécifiquement. Alors ça rejoint une proposition que tu fais depuis des années. Est-ce que tu maintiens cette recommandation et ce chiffre des 2% ? Et pourquoi 2% ? Alors, j'ai eu l'honneur d'être interrogé par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, je crois que c'était en 2017 ou en 2018. Et le rapporteur de la commission m'a dit « Mais combien vous pensez qu'on doit détenir de Bitcoin si votre thèse était juste ?» Et à l'époque, je lui avais dit « Ça dépend un peu de votre aversion pour le risque. » Et j'avais dit à l'époque, c'est entre 2 et 4%. Mais ça, c'était en 2018. Donc effectivement, comme je vous ai dit, on a à peu près 8 ans d'avance sur BlackRock.
Alors BlackRock, maintenant, elle sort les chiffres qu'on sortait il y a 8 ans. L'allocation à un actif, elle dépend de l'aversion au risque. Hein. Quelqu'un d'âge moyen ou de patrimoine moyen qui a 60% d'actions et 40% d'obligataires, en 2018, on arrivait effectivement avec un calcul assez simple à dire la vertu diversifiante du Bitcoin est maximisée avec 2 à 4% de Bitcoin dans un portefeuille. Et pour arriver à ce chiffre-là, il faut aller prendre en compte la volatilité du Bitcoin et sa corrélation aux autres actifs. Sa corrélation aux autres actifs, elle n'a pas changé. Par contre, sa volatilité, elle a baissé. Et donc, il est maintenant, si on revoit cette formule, on va plutôt arriver à 6 à 8% d'un portefeuille en Bitcoin. Pour un portefeuille un peu agressif, un portefeuille qui possède 60% d'actions. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Dans 10 ans, BlackRock nous dira qu'il faut posséder 8% de Bitcoin. Sauf si j'ai raison aussi pour l'histoire de la vitesse de libération, auquel cas, les choses vont s'accélérer. Alors tu dis donc que Bitcoin est diversifiant. Moi, j'entends de plus en plus dire que Bitcoin est corrélé à la bourse parce qu'il y a des institutionnels qui arrivent sur ce marché. Alors, c'est quoi ta vision à toi sur cette corrélation ou cette décorrélation entre Bitcoin et la bourse? Moi, je suis un statisticien de formation. La première chose qu'on t'apprend quand tu fais des études sérieuses en statistique, c'est que tu n'as pas le droit de donner une statistique sans te parler de sa significativité. Même en matière de météo, maintenant, quand on parle de probabilité ou de prévision, on dit avec une certitude de temps. Quand je faisais des études de statistique, franchement, tu donnais une statistique sans donner sa significativité, tu avais un 0 à la question. Quoi. Le prof te posait la question, c'est quoi la corrélation entre ça et ça? Tu dois dire, la corrélation, elle est non significativement différente de ça. Voilà. Tu ne peux pas parler de statistiques sans parler de significativité. On peut par exemple se donner rendez-vous tous les week-ends, tous les deux, Claire, puis on va faire des parties de pile ou face. Je trouve que c'est un jeu qui est passionnant. Puis un jour, il y aura un week-end où moi je vais tirer 10 fois pile et tu vas tirer 10 fois pile. Ma volatilité sera de 0, ta volatilité sera de 0, et notre corrélation sera de 1, mais ce sera non significatif. Et il y a un truc qui est assez vrai sur le Bitcoin, si tu regardes la corrélation du Bitcoin avec à peu près n'importe quel actif traditionnel, tu vas voir que cette corrélation, elle varie. Elle peut être très élevée, elle peut être très faible, très négative. Elle peut s'approcher de 1, j'exagère un peu. Elle peut s'approcher de moins 1, là aussi j'exagère un peu. Mais elle n'est jamais significativement différente de 0. Hein, c'est comme les tirages qu'on va faire à pile ou face, toi et moi. Des fois, j'aurai face 10 fois, et toi, tu auras face 10 fois. On aura une corrélation de 1 sur l'échantillon en question, et ce sera non significatif. En fait, la vie du Bitcoin, elle est réglée. Je ne parle plus de sa définition, je parle de sa vie. Elle est réglée par 4 paramètres. Le premier paramètre qui règle sa vie, c'est son prix. Hein, le deuxième paramètre, c'est sa volatilité. Le troisième paramètre, c'est la corrélation. Et le dernier paramètre, qui est un peu un paramètre spécifique aux biens rares, c'est son adoption. Les biens non rares, l'adoption, on s'en fout. Parce que quand il y a une adoption, tu émets, puis voilà, tu manipules la quantité présente. Mais quand c'est un bien rare, l'adoption, si tout le monde veut des Picasso, les Picasso vont monter. Si personne ne veut de mes dessins, mes prix ne vont pas monter. Pourtant, mes dessins sont encore plus rares que les Picasso. Donc, si on étudie un peu les relations entre ces 4 paramètres, le prix et l'adoption sont très liés. Parce que vu qu'il n'y a que 21 millions de Bitcoin, forcément, s'il y a plein de gens qui en veulent, on ne va pas en émettre des nouveaux. Il y a 100 millions de millionnaires sur la planète. Il n'y a que 21 millions de bitcoins. Ça veut dire qu'en moyenne, il y a 0,2 bitcoin par millionnaire. Autant dire que si tous les millionnaires veulent des bitcoins, il va falloir qu'ils se battent. Et ils vont se battre sur quel terrain? Sur le terrain du prix. Et c'est celui qui sera prêt à en payer le plus cher qui en aura. Et puis les autres, voilà. Donc là, le premier paramètre, la première relation entre le prix et l'adoption, elle est évidente. Le deuxième paramètre, c'est la volatilité. Alors, le bitcoin est très volatile. Pourquoi? Parce que le bitcoin, ce n'est pas une monnaie. C'est un projet de monnaie. C'est une start-up. Hein, le Bitcoin, c'est comme Google en 1997. Google en 1997, c'est une start-up. Et personne sur cette planète ne sait pricer des start-up. Okay, donc Google en 97, il y a des gens qui disaient ça vaut 0, il y a des gens qui disaient ça vaut des milliers de milliards. Et c'est le conflit entre ces deux scénarios qui se cristallise sous la forme de la volatilité. Hein, il y a des gens aujourd'hui qui disent le Bitcoin ça vaut 0. Il y a des gens qui disent un Bitcoin, ça vaut 13 millions de dollars. Hein, c'est l'estimation de Michael Saylor. Et c'est le conflit entre ces deux scénarios qui se cristallise sous forme de volatilité. Qu'est-ce qui va faire que la probabilité du scénario à 0 va baisser? C'est l'adoption. Plus l'adoption va être grande, plus la volatilité va baisser, plus l'adoption va être grande, plus le prix va monter. Donc tu vois là une relation qui va s'établir entre la vol et le prix.
Ce qui fait qu'on est tous aujourd'hui dans un dilemme qui est le suivant. Soit on achète le Bitcoin maintenant, alors qu'il vaut presque rien. Il vaut rien le Bitcoin aujourd'hui. Je t'ai dit, 0,2 Bitcoin par millionnaire. Donc il vaut rien le Bitcoin aujourd'hui, mais il est très volatile. Soit tu l'achètes aujourd'hui qui vaut rien, qui est très très peu cher, mais qu'il est extrêmement volatile. Soit tu attends qu'il soit moins volatile, mais tu le payes beaucoup plus cher. Est-ce que toi, tu achètes toujours du Bitcoin alors? En ce moment, je n'en achète pas. J'achète des produits qui me donnent un levier sur le Bitcoin. Donc aujourd'hui, je n'achète pas directement du Bitcoin. Enfin pas aujourd'hui, mais ces dernières semaines, j'ai plutôt acheté des produits qui donnent du levier sur le Bitcoin. C'est quoi les produits qui donnent du levier sur Bitcoin? Certains diraient que c'est d'autres cryptos qui sont du levier sur Bitcoin. Non. Il y a un produit qui m'intéresse depuis quelques années, qui est MicroStrategy, pour parler précisément. Donc des actions MicroStrategy. Des actions MicroStrategy. Il y a d'autres entreprises qui ont compris le modèle, le business model, et puis qui vont mettre en place des stratégies inspirées de ce qu'a fait Michael Saylor. Et c'est une thèse d'investissement qui me plaît bien. Et récemment, c'est plutôt sur ce genre d'actifs que je me suis renforcé plutôt que sur directement du Bitcoin. Super, trop intéressant. Où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu es présent sur certains réseaux sociaux? Je ne suis pas présent de manière extrêmement suivie sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur LinkedIn. C'est à peu près tout sur les réseaux sociaux. Bon, on mettra ton lien dans la description. Merci. Merci. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, ça nous aide beaucoup à trouver de nouveaux invités passionnants. Je vous dis à la semaine prochaine. À très vite.